Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo après plus d'un mois d'absence pour vous parler d'un auteur dont j'ai lu plusieurs romans et essais au cours du mois de janvier. Un auteur dont j'ai beaucoup apprécié les travaux, un auteur que j'ai lu, que j'ai écouté, avec qui j'ai aussi eu l'occasion de discuter, ce qui m'a aussi permis en fait d'approfondir un petit peu mes lectures et les enseignements que j'ai pu en tirer. Et pour moi, clairement, en fait, il y a un avant et un après Rachid Benzine. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, vous savez déjà de quoi et de qui je vais parler. Pour moi, il y a clairement un avant et un après. Dans cette vidéo-là, on va discuter un petit peu de l'auteur, de comment je l'ai découvert, des livres que j'ai lus, de la fiction et des essais. Et aussi, nous parlerons de ses principales idées, de son approche, etc. Rachid Benzine est un islamologue, politologue, écrivain, auteur, professeur, chercheur marocain, franco-marocain. Et du coup, on va beaucoup parler aussi de religion, on va beaucoup parler d'islam, on va parler de mon opinion par rapport à ça et pourquoi en fait je me suis beaucoup retrouvée dans l'approche de Rachid Benzine et pourquoi voilà, aujourd'hui je m'y identifie en fait beaucoup. Donc ça risque aussi d'être une vidéo assez personnelle, intime par rapport à ça, vu que je risque d'aborder mon point de vue et mes croyances, etc. aussi dans cette vidéo. Alors, donc Rachid Benzine est un auteur que j'ai découvert l'année dernière quand j'étais encore au Vietnam. Je me rappelle, j'avais découvert la première fois quand il avait été nommé dans la commission spéciale pour le développement. J'étais assez intriguée en fait de voir qu'il y avait aussi des auteurs qui faisaient partie de la liste. Et ensuite, son nom m'a plus marqué lorsqu'il y avait eu la première fois en fait l'affaire de Omar Radi pour les personnes qui avaient suivi. Et j'avais beaucoup apprécié en fait la position de l'auteur et le fait qu'il prenne la parole en fait publiquement, qu'il ait un avis assez tranché sur la question et aussi qu'il reste fidèle à ses valeurs, à sa vérité, et voilà, dans une situation qui était quand même assez problématique, tout en étant quand même une personnalité qui a été quand même nommée par le gouvernement marocain. Voilà, donc ça l'a pas empêché de se prononcer et j'ai beaucoup aimé. Après, moi j'avais lu Rachid Benzine pour la première fois en septembre avec son dernier roman Dans les yeux du ciel, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais adoré. Et pourtant je sais que quand j'ai partagé mon avis en vidéo, j'en ai pas dit beaucoup. Ça arrive assez souvent, mine de rien, quand on aime beaucoup un roman surtout. Et je pense que quand le roman nous touche beaucoup émotionnellement, on a plus de mal, je pense, à dire pourquoi on a aimé. Et du coup, je pense pas que ma revue ait été assez marquante en fait quand j'en ai parlé sur YouTube. Après, nos chemins se sont recroisés au cours du mois de janvier et j'ai eu l'occasion du coup de m'intéresser un peu plus à l'auteur. Et la première recherche que j'ai faite, je me rappelle, j'ai fait une recherche, je sais pas pourquoi, la première recherche que j'ai faite sur YouTube. Et du coup je suis tombée sur sa chaîne et la première vidéo que je regarde de lui, genre les premières phrases, il avait dit déjà deux choses et j'étais en mode waouh et puis waouh encore une fois. C'était une sorte de, même pas un sans faute, mais c'était, chaque phrase qu'il disait était une sorte de coup de cœur et qui me parlait directement et qui m'a donné très envie d'en apprendre plus sur l'auteur. La première phrase c'était que, alors déjà autant vous dire que j'ai regardé toutes les vidéos qui existent sur YouTube de Rachid Benzine, au moins qui ont été publiées ces 5 dernières années, et du coup il y a pas mal de phrases qu'il répète et certaines du coup que j'ai appris quasiment par cœur. Et là dans cette première vidéo que je regardais de lui, la première phrase qu'il avait dite c'était que l'islam aujourd'hui il est plus exprimé et plus affiché à travers le vestimentaire et l'alimentaire, et je trouvais que c'était exactement ça en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle d'islam, c'est toujours qu'est-ce que je dois porter, qu'est-ce que je dois pas porter, qu'est-ce que je dois manger, ne pas manger, le boire, ne pas boire, etc. Et généralement c'est vrai que ce sont les premières choses auxquelles on pense quand on pense islam, mis à part quand on pense terrorisme et quand on pense violence. Je sais que les médias font du bon boulot sur ça, c'est ironique évidemment au cas où, mais c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça passe beaucoup par le vestimentaire et l'alimentaire.
aujourd'hui. La deuxième chose qu'elle avait dite, c'était que le contraire du savoir, ce n'est pas l'ignorance mais les certitudes. Et là j'étais en mode ok c'est bon, ok c'est bon, c'est qui est Rachid Benzine, moi je veux en apprendre plus sur lui, etc. Et du coup je suis partie regarder un petit peu ce qu'il a publié, j'ai regardé un petit peu les e-books que je pouvais me trouver parce que je voulais le lire tout de suite en fait, et j'ai décidé de lire sa pièce de théâtre Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir, qui existe aussi en version push sous le titre Lettre à Nour. Du coup je l'ai lu, c'est une pièce de théâtre qui est assez courte, je me rappelle j'avais commencé un petit peu avant minuit et j'ai pas pu le lâcher jusqu'à 2 h du matin. C'était génial, c'était pareil, après je voulais lire sa fiction avant de passer aux essais parce que je savais déjà par instinct que j'allais adorer les essais. Du coup j'ai lu Lettre à Nour et puis juste après le lendemain j'ai lu Ainsi parlait ma mère qui était aussi le premier roman de Rachid Benzine. Lettre à Nour est une pièce de théâtre, c'est un échange épistolaire entre un père et sa fille. Le père est musulman pratiquant, prof de philosophie, et sa fille, elle a 21 ans, elle est une jeune étudiante brillante, également en philo et en sciences religieuses. Et puis un jour, le père se réveille, il trouve que sa fille lui a laissé une lettre pour lui dire « Papa, je suis désolée, je t'ai menti, je t'avais dit que je partais chez ma tante, mais en fait, je suis partie en Irak rejoindre mon mari et rejoindre Daesh. » Et là va commencer en fait un échange de lettres. Et le père, il est dans une situation désespérée, il essaie de convaincre sa fille, il l'implore de revenir, de rentrer. Et la fille, elle fait pareil du même côté, sauf qu'elle n'est pas désespérée, elle est très sûre d'elle. Elle dit qu'elle est très épanouie, elle dit qu'elle est très contente en fait d'être partie, de pouvoir enfin passer à l'action et de faire quelque chose pour la communauté musulmane. Et donc elle est plutôt dans une situation où elle attaque en fait le père, où elle lui reproche beaucoup de choses. Elle lui reproche, déjà on a là le discours en fait généralement les enfants pensent souvent en fait savoir mieux que leurs parents, c'est facile de reprocher des choses à ses parents et du coup elle le fait, elle ne se gêne pas, elle lui reproche d'être passif, elle lui reproche d'être trop dans la théorie en fait avec sa philo, et elle lui dit qu'il est très occidentalisé aussi, donc du coup voilà, alors que elle est persuadée de bien faire, elle est persuadée d'être dans l'action, de défendre la communauté musulmane. Elle lui dit si tu venais ici, si tu voyais tout ce qu'on fait, etc., comment on est épanoui, le nombre de gens qu'on sauve, et voilà, elle lui dit il ne faut pas que tu crois les médias occidentaux, etc., etc. Et du coup ce qui est intéressant dans cet échange, c'est que les deux sont assez rationnels en fait, et les deux se basent sur des faits, et les argumentaires des deux sont très bons. Et je suis pas la seule, je l'ai déjà vu dans d'autres revues, on s'identifie beaucoup à Nour, et ce qui est assez perturbant en fait, donc voilà, et c'est très intéressant à lire. Le père, il est plus dans une attitude, Nour, c'est une jeune, elle représente une jeune génération instruite, parce que les gens qui sont partis qui ont rejoint Daesh, il y en a pas mal qui étaient ingénieurs, qui ont fait des études, etc. Donc Rachid Benzine, à travers cette pièce de théâtre, essayait aussi de comprendre en fait la réalité de ces jeunes. Pourquoi faire ce choix-là en fait, on peut plus mettre ça sur le compte du manque d'éducation, et c'était la première fois que Rachid Benzine se mettait à écrire de la fiction, parce que en quelque sorte il avait trouvé que le rationnel avait ses limites, qu'on pouvait pas tout comprendre à travers ça. Et ce que j'adore dans l'approche de Rachid Benzine en général, c'est que c'est un homme de terrain, et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses concrètes. Donc moi j'adore et j'admire beaucoup tout ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour écrire Lettre à Nour, il ne s'est pas contenté de rester chez lui et de se poser la question ah mais pourquoi ils vont rejoindre Daesh, ou alors lire juste ce qu'il y a dans les médias et s'en inspirer pour faire sa fiction. Non, il est parti dans les prisons pendant 1 an et demi, il a rencontré ces jeunes qui avaient rejoint Daesh, il a rencontré leurs familles, les parents de ces jeunes, et du coup ça part beaucoup de ça. Après, ce que j'adore encore plus dans sa démarche,
c'est qu'une fois qu'il a publié la pièce de théâtre, la pièce de théâtre a été jouée dans plusieurs pays, notamment le Maroc. Malheureusement, moi je connaissais pas du tout Rachid Benzine à l'époque, du coup j'ai raté ça. Mais il a joué cette pièce de théâtre, et cette pièce de théâtre a aussi été jouée auprès de ces prisonniers là. Donc c'est en quelque sorte, en fait, il boucle la boucle, et j'ai trouvé ça totalement admirable et impressionnant et inspirant de faire ça, et en fait de poursuivre le dialogue avec ces gens-là à travers cette pièce de théâtre. Et dans une interview, il disait que ces prisonniers lui avaient dit je pense qu'ils étaient un petit peu pas contents parce qu'ils trouvaient que cette pièce de théâtre leur enlevait une partie de leur colère. Et je trouvais ça très fort. C'est très fort, et je pense qu'il a réussi déjà quelque chose de grand s'il a réussi à leur enlever une partie de leur colère, même si ça peut être chiant hein, un petit peu pour eux au début, mais je sais, enfin j'ose en tout cas imaginer que c'était aussi quelque chose de positif qu'il disait. Donc voilà, Lettre à Nour, c'était super, je vous le recommande. Je n'ai vu pratiquement que des avis très positifs dessus. Et j'ai pu discuter avec différentes personnes qui l'ont lu, donc pas forcément des personnes musulmanes, même une personne chrétienne catholique qui l'a lu, etc. Et elle a beaucoup aimé, ça l'a bouleversée, et c'est vrai que c'est un récit qui est très bouleversant et qui fait... moi quand je les lisais, des fois j'avais l'impression, des fois j'étais dans la peau de Nour, je me retrouvais dans ce qu'elle disait, et je retrouvais une très ancienne version de moi-même qui se serait encore plus identifiée à Nour si je l'avais lu à l'âge de 15-16 ans. Et je me suis aussi identifiée dans la figure du père, sans doute une figure plus mature aussi de moi-même. Et j'ai bien aimé, en fait, le père c'est quelqu'un qui est sage, et qui... Il y a une phrase, moi j'ai adoré, il y a une phrase qu'il a dit à sa fille, il lui a dit « Ne te trompe pas de combat ». Et j'ai adoré, en fait, voilà. Donc je vous recommande fortement de lire Lettre à Nour, ou Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir. Je vous recommande de lire Lettre à Nour, en fait, enfin la version poche, parce qu'il y a une postface qui est superbe de l'auteur, et la préface elle est aussi très belle, voilà. Ensuite j'ai lu Ainsi parlait ma mère. Je vais pas beaucoup m'attarder sur celui-là. C'est un roman où on est dans la peau d'un professeur qui a 54 ans, qui a décidé de consacrer en fait sa vie à... C'est un prof de littérature, je sais plus si je l'ai dit. Il a décidé de s'occuper de sa mère en fait, parce qu'elle n'est plus autonome, elle n'est plus indépendante. Du coup, il en profite, il est marocain, immigré, et du coup, il nous raconte un petit peu l'histoire de sa mère, de l'immigration, et voilà, enfin, c'est surtout ça. Rachid Benzine a un style qui... Moi, j'adore son style, j'adore son écriture, je trouve qu'elle est très belle. Et tous ces livres, toutes ces fictions, je les ai lues d'une traite. Après, c'est vrai que c'est court, mais en même temps, c'est très entraînant. Et c'est très bien écrit, donc voilà. Moi, toutes ces fictions, je vous les recommande, et si je devais les classer, ben, ce serait Lettre à Nour en premier, Dans les yeux du ciel en deuxième, et Ainsi parlait ma mère en troisième. Maintenant, je vais passer à ces essais. Avant de passer aux essais, je vais vous les citer rapidement, et après on va parler de... Parce que j'ai plus envie en fait d'échanger sur son approche et sur les principaux messages de Rachid Benzine, et aussi parler peut-être un petit peu plus de lui. De toute façon, je sais que je pourrai jamais être exhaustive dans une vidéo, parce qu'il y a tellement de choses, et en même temps je voudrais aussi que vous alliez chercher par vous-même en fait. Si vous voulez en savoir plus, il y a énormément de choses déjà disponibles sur internet. Rachid Benzine, alors les livres que j'ai lus, ne nous perdons pas. Les essais que j'ai lus, j'ai commencé avec Des mille et une façons d'être juif ou musulman, qu'il a écrit avec une femme rabbin, Delphine Orviller. J'ai adoré, c'était excellent. C'était excellent en fait. Ils sont tous les deux interviewés par une autre personne, monsieur... Je me rappelle toujours, je me trompe toujours dans son prénom, enfin je suis jamais sûre. Schlegel, enfin je sais si ça se prononce comme ça. Il leur pose en fait à chaque fois des questions, et à chaque fois on a les réponses des deux, et du coup on voit un petit peu les similitudes et les différences qu'il y a déjà entre
deux religions, l'islam et le judaïsme, mais aussi entre un point de vue, mine de rien, d'un homme et d'une femme. Delphine Orviller est une femme rabbin et féministe, et ça se voit dans ses interprétations. On va y revenir. Rachid Benzine est quelqu'un qui, en tout cas d'après ce que j'ai pu lire dans les interviews et dans les articles, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Il parle aussi beaucoup de l'égalité homme-femme, il parle aussi des communautés LGBT. C'est quelqu'un qui dit par exemple qu'il n'a aucun souci à assumer sa part féminine, par exemple. Donc il est très ouvert d'esprit. C'est pas notre typical savant religieux. Rachid Benzine, c'est un mec, non? C'est un homme qui a genre un look de basketteur et qui écoute du rap, tu vois. Donc, il est hyper cool, il est hyper drôle, et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui simplifie beaucoup les choses, et ça fait partie certainement de ses grands points forts, c'est sa capacité à beaucoup simplifier et à beaucoup vulgariser, et il le fait très très bien dans ses conférences et dans ses essais. Ici donc voilà, ils vont parler un petit peu des deux religions par rapport à un certain nombre de questions. J'ai partagé ça pas mal sur Instagram au moment de ma lecture. Je les ai mis dans une story à la une que j'ai appelée Religion, et les premières stories en fait ce sont des extraits de ce livre là. Donc aussi si vous voulez voir un petit peu quelques extraits, vous les trouverez là-bas. Et ce livre là, c'est le livre pour lequel j'ai eu le plus d'interactions et d'engagement sur Instagram pendant que je partageais les extraits, alors que j'étais absolument convaincue de l'inverse. Je me suis dit, maintenant que je vais commencer à parler religion, il y a genre la moitié des abonnés, enfin des followers qui vont partir, qui vont prendre la tangente, et finalement ça n'a pas du tout été le cas. Donc au contraire, vous étiez très très intéressés, j'étais très surprise, positivement évidemment, et ça a fait que me rappeler en fait encore une fois que je me trompe en fait très très souvent aussi sur ce qui pourrait plaire ou ne pas plaire aux gens qui me suivent. Voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas la première fois où je me trompe comme ça. Donc voilà, j'ai lu celui-là. Ensuite j'ai lu en fait il y a quoi dans le Coran, qu'il a écrit avec Smaïl Saïdi. Vous verrez dans la couverture que je mettrai quelque part ici, avec la caricature etc, que il y a beaucoup d'humour en fait dedans. Smaïl Saïdi qui est je pense belge d'origine marocaine, il est je crois scénariste il me semble, et auteur. Et en fait là le truc c'est que, comme on peut le deviner à travers le titre, en fait il y a quoi dans le Coran. L'idée c'est de dire que, et ça c'est aussi, ça fait partie des principaux messages de Rachid Benzine, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on pense exister dans le Coran mais en fait elles n'y sont pas. Et là dans ce livre là, et bien justement il clarifie un petit peu ça, et il y a je crois 7 chapitres, je ne me rappelle plus, en tout cas un certain nombre de chapitres, et chaque chapitre en fait il sera dédié à une question, et on va voir effectivement, ce sont des questions il me semble qui sont citées et mentionnées dans le Coran, et on va aller voir ce qu'il y a exactement. Voilà, parce que des fois oui c'est vrai ça existe, mais il y a souvent moins de choses que ce qu'on croit. Voilà, en tout cas il y a beaucoup d'interprétations un peu très larges qui sont faites. Enfin bref, du coup ce livre là, sous cet humour on retrouve en fait un livre d'histoire avec un grand H sur l'islam, l'islam et le prophète. C'est super, c'est super. C'est vrai que c'est très drôle, et ce que j'ai beaucoup aimé ici c'est que on va retrouver un petit peu le côté, on va retrouver un Rachid Benzine humain. On n'est plus dans l'auteur, dans le chercheur, l'islamologue, politologue, etc. Mais parce que on a accès à certaines scènes de la vie ordinaire en fait de Rachid Benzine. Je sais pas si elles sont réelles ou si elles sont imaginées, mais genre on a à chaque fois Smaïl Saïdi, soit qu'il appelle au téléphone pour me dire hey Rachid, tu sais, j'étais chez l'épicier du coin et il m'a dit, je sais pas moi, il va dire un truc religieux ou une croyance voilà musulmane, et il lui dit mais est-ce que ça existe vraiment, ou voilà. Et du coup ils vont commencer à discuter comme ça, et il y a beaucoup d'humour en fait dans leur dialogue. Une fois ils vont partir au resto, enfin voilà, il y a beaucoup de choses très cool. J'ai beaucoup aimé vraiment.
Après, qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'avais lu des entretiens avec Mohamed Harkoun. Je pense que ça s'appelait, je me rappelle plus, l'histoire humaine de l'islam, ou l'humanisation de l'islam, quelque chose comme ça. Là par contre c'était assez corsé, même si je sais que Rachid Bézine a essayé enfin de vulgariser au maximum la pensée de Mohamed Harkoun, mais ça a été franchement assez compliqué pour moi à lire. Un paragraphe, des fois j'avais besoin de le lire 3 fois avant de pouvoir n'avoir qu'un semblant de compréhension de ce que voulait dire Mohamed Harkoun. Quand j'ai lu les livres de Rachid Bézine, surtout quand j'ai lu des mille et une façons d'être juif ou musulman, ça m'a donné beaucoup de force. Ça m'a donné beaucoup de force en fait, que ce soit ce livre-là ou les conférences de Rachid Bézine, ça m'a donné beaucoup de force. Je me sentais très apaisée, je me sentais très sereine, et je me sentais très forte en fait, à tel point je me sentais invincible, je me sentais j'avais retrouvé j'avais retrouvé une force dans ma foi que je pensais pas retrouver, et du coup je me sentais très bien cette semaine là, je m'en rappelle, alors que même le stress du travail ne m'atteignait plus, comme si chaque chose en fait avait repris sa place, que les choses essentielles étaient claires pour moi, et que en tout cas à ce moment là j'avais d'autres priorités, et les priorités que j'avais c'était clairement des questions existentielles auxquelles j'avais perdu espoir en fait de trouver certaines réponses, en tout cas dans l'islam. Mais grâce à Rachid Bézine, eh bien j'ai trouvé des réponses, en tout cas j'avais ces propositions de réponses à ce moment là, et j'étais juste comblée en fait. Pour rigoler un petit peu, il y avait un moment où je lisais des choses, notamment certaines traductions qu'il avait faites de certains versets, et que je trouvais mais tellement juste. En tout cas ça me parlait beaucoup plus que ce qui est communément admis et accepté aujourd'hui. Et quand je lisais ça, j'étais en mode mais je pensais que ce serait après ma mort en fait que j'aurais accès à ces vérités, voilà, entre guillemets. Du coup c'était limite inespéré, enfin voilà. Donc j'ai adoré, et j'ai trouvé que ces traductions des versets, ce qui va nous amener un petit peu à l'approche de Rachid Bézine. Son approche en fait, il a une approche historico-critique de la lecture du Coran et de l'étude de l'islam. C'est-à-dire que Rachid Bézine, quand il va prendre... Bon, déjà ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il se base beaucoup sur le Coran, déjà, beaucoup plus que sur le hadith et sira. Et ça, déjà ça correspondait beaucoup à ma vision des choses, parce que moi je faisais et je fais toujours pas confiance en fait à toutes les interprétations qu'on nous dit, tous les hadiths, etc. Je ne fais pas confiance, et justement parce que ça reste des interprétations humaines par des hommes, et en plus Sira et les hadiths étaient écrits en fait au moins 2 siècles après le décès du prophète. Donc vous imaginez bien, 2 siècles après. Voilà, même si je sais que tout est beaucoup plus compliqué, tout est très discutable, même le Coran, même ce qui s'est passé pendant la vie du prophète, etc. Mais still, les autres choses écrites clairement, enfin, moi je suis convaincue, je ne serais pas du tout surprise qu'il y ait aussi que des interprétations, etc. soient aussi été faites pour des fins politiques, etc., patriarcales, etc. Tout ça fait que moi j'en voulais pas, enfin en tout cas je prenais ça avec beaucoup de méfiance, et voilà, j'étais très critique par rapport à tout ça. Et justement moi j'ai toujours voulu me baser juste sur le Coran dans un premier temps. Et justement moi j'ai toujours voulu en fait me baser juste sur le Coran dans un premier temps. Je voulais le lire, le comprendre, et j'ai toujours cherché quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance dans sa méthodologie en fait pour l'explication et l'interprétation des versets du Coran, etc. Et pour moi j'ai trouvé vraiment cette personne en Rachid Bézine. Déjà j'adore son approche qui est assez scientifique, c'est-à-dire que lui il prend le texte, il prend les versets, et à chaque fois il nous dit
Première règle, il faut revenir au contexte. Donc à chaque fois, il nous le rappelle, et franchement, il le répète plusieurs fois, et c'est un bon, c'est très utile. À chaque fois, il le répète. Rappelez-vous, nous sommes en Arabie au 7e siècle, dans une communauté tribale. D'accord? Il ne faut pas perdre de vue ça. Et à chaque fois, il nous remet dans le contexte et sachant que chaque verset du Coran, il est descendu, il a été révélé pour venir répondre à une situation spéciale, pour une situation précise. Donc il faut aussi prendre en considération cette situation-là et ne pas prendre le verset en fait et essayer de l'appliquer partout et tout le temps. Ça, j'ai beaucoup aimé et j'ai trouvé ça très intelligent de sa part et très intelligent comme approche. Du coup, même les gens qui viennent et qui peuvent dire à Rachid Benzine, oui, mais dans le Coran, il y a beaucoup de contradictions. Un coup, il y a ceci et dans l'autre, on nous dit cela, alors que c'est la même... alors qu'on parle du même sujet, etc. Mais Rachid Benzine, de toute façon, moi, ça, j'ai adoré, c'est que en 2 mots, en 2 mots, il te met KO. Donc, et ça, j'ai adoré. Genre, quand on lui dit ça, il leur dit, oui, mais mec, c'est normal qu'il y ait des contradictions parce que chaque verset, il est venu répondre à une situation différente. Ce sont 2 situations différentes. Même si c'est le même sujet, mais la situation n'est pas la même. Alors, il est normal que la réponse ne soit pas la même. Peace out. Donc en fait à chaque fois il a des réponses comme ça assez badass que j'ai adoré. Et pour la féministe que je suis et tout simplement la femme que je suis, il y a un moment quelqu'un dans une conférence, il vient me poser la question, Rachid Benzine, qu'est-ce que vous dites de la femme qui a été créée de la côte d'Adam? Et là il y a Rachid Benzine. En fait, j'ai tellement regardé ses vidéos et tout que j'ai appris un petit peu à le connaître juste à travers ses vidéos et à voir un petit peu son attitude qui change selon s'il est invité dans un JT ou selon s'il est dans une université, et aussi ça dépend des années, etc. Mais du coup, c'était drôle des fois de voir son attitude qui était plus chill quand il est dans un JT. Et là du coup je pense qu'il était dans une association Falsafa, je crois que ça s'appelait, et il y a un jeune, il me semble, on voit pas son visage mais bon j'imagine que c'était un jeune, qui lui dit voilà, qu'est-ce que vous dites de la femme qui a été créée de la côte d'Adam? Et là il y a le site Benzine qui lui dit, je peux vous assurer une chose, il n'y a pas de côte là-dedans. Et moi quand j'ai entendu ça, de toute façon j'étais mort de rire, mais ça m'arrivait assez souvent en le regardant, et j'ai bien aimé en fait comment il s'était tranché et il a expliqué en fait le verset. En tout cas il a donné lui sa traduction. Déjà Delphine Orviller, elle dit que la femme n'a pas été créée de la côte d'Adam mais à côté d'Adam. Ça aussi ça m'a fait beaucoup rire. Je sais pas si c'est vrai, c'est pas vrai, mais j'ai trouvé ça très drôle en tout cas. Et si c'est vrai, si c'est vrai en fait, j'ai l'impression qu'on est tellement abrutis en fait. Mais bon, peut-être que c'est pas vrai. Et la traduction aussi de Rachid Benzine, il me semble qu'il avait dit qu'il pouvait y avoir deux significations à ce verset, et je me rappelle juste de l'une d'elles qui parlait d'accouplement en fait. Mais en tout cas, il n'y a pas de côte. Voilà, ça on peut être sûr de ça. Et du coup j'ai adoré en fait apprendre de lui, parce que j'avais tellement de nouveaux arguments et de nouveaux arguments pour répondre à tout le monde en fait, pour répondre aux sexistes, pour répondre aux islamistes, pour répondre à tout le monde en fait. Et ce que j'ai adoré en fait, et pour moi vraiment la force de Rachid Benzine, c'est Rachid Benzine adore je suis devenue experte en la personne. Rachid Benzine adore 3 verbes, il me semble. Le verbe croire, critiquer et douter. Et pour moi, la force de Benzine, c'est vraiment qu'il a fait du doute sa force. Et c'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup parlé. Parce que moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup et qui croit en fait en la nécessité du doute. Une personne qui ne doute pas, moi, je ne lui fais pas confiance en fait. Et j'ai beaucoup aimé, et en plus, la religion, la croyance, la foi, etc. Je trouve que c'est quelque chose, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose pour lesquels il était très difficile en fait de ne pas douter. Pour moi, on n'est pas vraiment sincère si on dit qu'on ne doute pas, ou alors si on ne doute pas, alors on ne croit pas vraiment. Voilà. Et du coup, le fait quand j'ai vu que pour lui, chez lui, c'est un homme qui a beaucoup douté, c'est un homme qui encourage le doute, qui encourage la critique, qui encourage la recherche, qui encourage l'esprit critique en fait, tout simplement. Tout ça en fait m'a parlé. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien de ce que j'ai pu lire ou écouter
ou entendre de la part de Rachid Benzine avec lequel je n'étais pas d'accord. Je trouve que c'est quelqu'un qui est aussi... il est très ouvert d'esprit, je l'ai dit au début, il est très ouvert d'esprit et son message il est assez universel en quelque sorte. Son message englobe beaucoup de choses, il est très tolérant, il englobe beaucoup de diversité. Rachid Benzine est quelqu'un qui encourage beaucoup les mélanges, que vous l'avez vu, on l'a vu dans les livres qu'il a écrits. Il encourage beaucoup le dialogue interreligieux. Il l'a écrit avec une femme rabbin, il a écrit avec un prêtre chrétien, Christian Delorme il me semble. L'islam, l'église et la république, je crois, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore lu et j'aimerais bien le lire. Du coup, tout ça aussi m'a parlé. C'est quelqu'un qui n'a pas peur en fait du mélange. Et je trouve que c'est important. Et Rachid Benzine est quelqu'un qui œuvre pour faire en sorte que le vivre ensemble soit possible. Et ça aussi, je trouve que c'est en fait, si on n'œuvre pas pour ça, pourquoi qu'est-ce qu'on a de mieux à faire en fait dans notre monde aujourd'hui que d'essayer de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble dans notre diversité religieuse, raciale, de genre, de tout en fait, ethnique, de tout. Et l'idée n'est vraiment pas de faire en sorte que tout le monde soit pareil et que tout le monde soit d'accord, etc. Pas du tout, mais que tout le monde ait un esprit critique, que tout le monde doute. Il ne faut pas être certain de détenir la vérité, il ne faut pas être certain de tout savoir, mais être dans une recherche et une quête continue. Et tout ça, j'ai beaucoup aimé dans l'approche des Benzine, et tout ça m'a vraiment beaucoup parlé et m'a réconcilié en quelque sorte avec l'islam. Aussi l'autre élément qui m'a marqué, c'est que à travers Rachid Benzine j'ai pu réaliser qu'il y avait beaucoup de choses que nous pensons nous, c'est-à-dire notre génération, par rapport à l'islam, mais en fait on pensait qu'on n'avait pas le droit d'avoir ce genre de pensée, ou alors le fait de les penser faisait de nous des non-musulmans et des non-musulmanes, alors que non en fait, en tout cas pas selon Rachid Benzine. Et en plus on retrouve ces pensées que nous avons on les retrouve chez lui. Et donc lui qui est islamologue, après 30 ans de recherche et d'études sur l'islam, etc., et ça continue encore, pas qu'il reprenne nos propos, mais qu'on ait un petit peu les mêmes propos et qu'on ait un petit peu les mêmes visions des choses, ben c'est très rassurant en fait. Et ça aussi, ça donne beaucoup de force. Mine de rien, ça reste quand même, je pense, important on est des êtres sociaux, on a besoin d'appartenir à quelque chose, je crois, et le fait de... Je pense que j'avais partagé ça avec lui à un moment. Des fois, en fait, j'ai l'impression que des fois, on était errants. En fait, on était une génération de musulmans, musulmanes, ou en tout cas de culture musulmane, mais qui se posait beaucoup de questions, beaucoup trop par rapport à l'islam traditionnel. Et du coup, on était un peu rejetés par nos propres communautés. On pouvait nous voir comme des athées, comme des non-croyants, etc. Alors que c'est pas vrai. Mais en même temps, on ne se reconnaissait pas dans cet islam traditionnel. Et donc, si moi, il y a des choses dans l'islam traditionnel que moi je ne peux pas accepter, moi en tant que personne, moi en tant que femme, moi en tant qu'esprit, en fait, je ne peux pas les accepter. Et du coup, le fait de ne pas les accepter, eh bien, on est rejeté, et nous-mêmes, on ne sait plus où on est, en fait. Et du coup, on se dit, bon, ok, peut-être que je suis pas musulmane. Mais en fait, non. Tu es juste un musulman, une musulmane avec un esprit critique, avec une cervelle qui marche et qui challenge, et qui essaye de trouver, en fait, des réponses qui vont le et la convaincre. Il y a quelque chose de très important dans l'approche de Rachid Benzine, qui dit que parce que en fait tout le challenge un petit peu aujourd'hui dans notre lecture du Coran, parce que on le sait, on nous l'a souvent répété, le Coran il est valable fi kulli zamanin wa makan, donc à toute époque et partout. Et du coup on se dit, dans ce cas là, si on prend ça comme ça et qu'on le lit aujourd'hui et qu'on prend certaines interprétations, et bien non, il n'est plus valable aujourd'hui. Genre par exemple la question qui vient souvent, celle de l'héritage par exemple. Oui, les femmes et les hommes n'héritent pas, c'est pas très équitable. Peut-être qu'à l'époque c'était justifié, maintenant le monde a changé, donc est-ce qu'on peut dire que le Coran est toujours valable? Et en fait la réponse de Rachid Benzine, et il en parle aussi dans Des mille et une façons d'être juif et musulman, et ça j'ai trouvé ça juste brillant. Il a dit que du coup en fait pour lire le Coran
comme il a dit au début, on se rappelle le contexte, on se rappelle la situation à chaque fois dans laquelle est descendu le verset, si on veut bien lire. Aussi, il est très important et primordial de prendre en fait le dictionnaire arabe de l'époque. Ça ne sert à rien de lire les mots arabes du 7e siècle avec leur signification du 21e, ça n'a aucun sens. Donc ça déjà, il faut faire ça, il faut trouver les personnes qui expliquent le Coran en se basant sur ce dictionnaire-là en fait. Ça c'est la première lecture, on va dire, c'est la première couche pour comprendre, on va dire, la première compréhension basique du verset. Maintenant, le miracle entre guillemets du Coran, c'est que comment on devrait le lire, en tout cas selon moi, ma compréhension des choses, d'après ce que j'ai pu, après toutes mes lectures en fait et ma consommation de Rachid Benzine, moi ma compréhension des choses aujourd'hui, c'est que le Coran il est descendu, d'accord, avec un verset, il est venu répondre à une situation. Généralement, le verset il vient apporter une solution, il vient proposer une solution et généralement il y a une décision qui est prise, d'accord, pour résoudre cette situation. On a la solution pour la situation, on a la décision pour la situation et on a aussi en fait une morale qui ressort de tout ça. Et moi je pense, c'est d'après ce que j'ai compris, que si on veut le lire intelligemment ou l'utiliser intelligemment, c'est de ne pas de prendre la solution ou la décision qui a été apportée finalement dans un contexte précis pour répondre à une situation précise et essayer de faire en sorte d'appliquer ça à toutes les situations et à toutes les époques. C'est clair que c'est pas logique déjà, mais l'idée c'est de prendre en fait la morale qui est ressortie de tout ça et c'est cette morale là qui est transposable en fait. Et l'idée c'est de se dire ok, quand on était à cette époque, on était quand même dans une société qui était très très patriarcale et il y a eu cette situation-là et voilà la décision ou la proposition de solution ou l'orientation qui a été donnée. Comment est-ce que on pourrait en fait transposer ça dans notre époque actuelle, dans notre contexte actuel où les rapports hommes-femmes ont changé, où la société a changé et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut prendre pas la solution, pas la décision, mais plutôt prendre la morale et prendre aussi en fait toute l'approche. C'est prendre l'approche souvent et essayer de l'appliquer aujourd'hui. Souvent les approches qui ont été proposées étaient des approches qui étaient très pacifiques, qui étaient très indulgentes, qui étaient tout le temps en train d'essayer de trouver la solution, surtout essayer de maintenir la paix et essayer, je ne suis pas en train de dire que l'islam est une religion de paix. C'est pas ce que je dis. D'ailleurs, le Rachid Benzine, il nous dit souvent de nous méfier de toute personne qui commence sa phrase avec l'islam est. Si une personne commence sa phrase avec l'islam est, c'est bon, fuyez. Toute personne, qu'elle dise l'islam est une religion de paix ou qu'elle dise l'islam est une religion de violence, both of them, c'est pas la bonne approche, c'est pas la bonne façon d'aborder la question. Voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça très intelligent et surtout très, comment dire, c'est-à-dire que moi ça m'a beaucoup motivée et j'étais intriguée maintenant d'aller voir en fait, d'aller faire l'exercice et de me dire voilà, à cette époque, voilà comment ça a été géré. Et si j'essaie, en fait c'est un challenge intellectuel mine de rien, d'essayer de comprendre le raisonnement en fait, c'est ça l'important, c'est le raisonnement et l'utiliser aujourd'hui. Rachid Benzine aussi, il dit à un moment dans une conférence, il dit que l'islam et le Coran, en fait le texte, il est descendu dans une société patriarcale. Ça ne fait pas de lui un message patriarcal, ça ne veut pas dire qu'il est patriarcal. Et en même temps, il nous dit et il insiste, le Coran n'est pas un texte féministe. Si vous essayez de trouver le féminisme et tous vos messages féministes dans le Coran, vous l'aurez et c'est pas la bonne façon de lire le Coran. Il y a quelque chose que Rachid Benzine dit très bien aussi, je pense dans son livre avec Orwiller, au tout début il me semble, il dit que l'islam est une religion de l'écoute. La révélation c'est une religion, déjà l'islam, la révélation, le Coran c'est une culture orale, le message était oral, donc la première chose à faire est d'écouter. Et pour moi s'il y a vraiment un premier renseignement à tirer de tout ça et une première leçon de l'islam que j'ai adoré encore une fois à travers Rachid Benzine, c'est ça, c'est l'écoute. Il faut écouter d'abord et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, qu'on ne fait plus.
Et du coup, c'est pour ça que je le trouvais, enfin je le trouve toujours très sage et très intelligent. Ses propos sont vraiment très intelligents, très pertinents. Du moins, j'estime, pour les personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui sont ouvertes à la critique et qui ont un esprit critique et qui ne sont pas satisfaites en fait par toutes les interprétations qu'on a aujourd'hui, qu'on trouve pas logiques et ainsi de suite. Donc voilà, j'ai adoré tout ça, j'ai adoré son approche à lui par rapport à la lecture du Coran. Et qu'il nous incite à écouter. Et aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin pour les personnes qui me suivent depuis un moment, quand j'avais parlé à un moment, j'avais fait une vidéo que j'ai supprimée depuis, une vidéo que j'avais faite sur le féminisme et l'islam, et où je vous avais parlé de Femmes et Islam de Asma al-Marabt. Un livre que j'avais adoré au début, c'était La Révélation. Je me suis dit mais oui bien sûr, etc. C'est vrai que moi aussi je me suis toujours dit et si c'était des femmes qui avaient interprété le Coran, qu'est-ce que ça donnerait? Et j'étais très excitée de voir en fait ce que va proposer Asma al-Marabt. Sauf que dans son livre, à un moment, j'ai été déçue. J'ai été déçue, découragée, un petit peu désespérée de constater que finalement, à un moment, elle commençait à agir comme les hommes. Et elle commençait à faire un petit peu ce qu'on leur reproche. C'est-à-dire qu'elle prenait que ce qui l'arrangeait dans le Coran. Il y a un moment, elle va parler de la lapidation, elle parle de beaucoup de choses. Et genre, elle va prendre certains versets pour dire qui viennent contredire l'interprétation officielle. Et quand je partais partager ça avec mon père, moi toute contente pour lui dire ah tu vois tu as eu tort, voilà il y a ce verset qui dit complètement l'inverse de ce que l'islam traditionnel dit. Et là mon père toujours à chaque fois il attendait que je termine mes grands discours et il commençait à rigoler, il me disait oui mais va chercher l'autre verset. Elle vous a pas parlé de l'autre verset là qui dit totalement autre chose? Et du coup là j'étais merde. Et Rachid Benzine en fait il parle de ce genre d'approche et du coup il m'a confirmé que j'avais raison d'être aussi sceptique en fait et méfiante par rapport à ce genre de méthode, parce que comme dit Rachid Benzine, il faut écouter, il faut écouter le texte, il ne faut pas essayer de faire en sorte d'adapter le texte à soi-même, parce que non, c'est pas comme ça que ça se fait, ça va être une lecture très subjective et on va commencer à lire le texte en fait avec des idées, on a déjà des idées en tête, on sait déjà ce qu'on cherche. C'est un petit peu comme pour les féministes en fait. Si je me dis, je suis sûre que le Coran est féministe et je vais vous le prouver, et je commence à piocher dedans, à chercher des petits indices et à faire toute une gymnastique pour trouver des indices et des messages là où ils ne sont pas, c'est pas la bonne façon de faire. Et du coup, Rachid Benzine aussi, il parle beaucoup de ça, du fait qu'il faut écouter le texte, il y a quelque chose que j'ai adoré qu'il avait dit, il faut se libérer à travers le texte. Le texte doit être libérateur. Et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé, et ça aussi j'ai adoré quand il l'a dit. Voilà, il faut que le texte vous libère. Ne l'adaptez pas à vous-même. Enfin voilà. Je pense que je pourrais parler vraiment très longtemps de Rachid Benzine et ne jamais m'arrêter parce que et quand Rachid Benzine parle de Dieu, c'est franchement moi il pourrait parler de Dieu 24h/24 et je pourrais l'écouter avec le cœur qui bat et ça me fait toujours quelque chose. J'adore sa philosophie, sa spiritualité, sa personnalité, et j'adore qu'il soit en même temps moderne et en même temps fou, un petit peu dans le sens où il est assez drôle et en même temps très spirituel et très sérieux et surtout très bien dans ses bottes en fait, et convaincu en même temps, tout en doutant et tout en critiquant et tout en continuant tout le temps à chercher. Et je vais conclure avec juste un dernier point que Rachid Benzine qui est aussi très important, qu'il a souligné, c'est le fait que il insiste beaucoup sur ce point, et c'est vrai que c'était une idée nouvelle, et il est vrai que je n'y ai jamais pensé, enfin j'ai jamais vu ça comme ça, en tout cas j'ai jamais pensé à critiquer ça, et lui il le fait. C'est qu'aujourd'hui on sacralise beaucoup trop le prophète, on sacralise beaucoup trop le prophète, le Coran, et aujourd'hui on entend beaucoup trop parler en fait du prophète, du Coran, de l'islam, mais on ne parle plus de Dieu en fait dans tout ça. Dieu il est où? On l'a oublié, on parle plus de lui. Et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais oui, mais c'est vrai, mais merci à Rachid Benzine de nous le rappeler.
Et c'est vrai parce que finalement ça donne l'impression, c'est un petit peu comme l'image du doigt qui pointe la lune ou qui pointe une direction, et on est tous et toutes là à regarder le doigt, et puis plus personne ne regarde l'objet désigné, que ce soit voilà. Et finalement c'est ça en fait, parce que tout ça, les prophètes, les textes, etc., ce sont des moyens au final, ce sont des moyens, ce sont des outils, ce ne sont pas le but, ils sont là pour essayer de guider, d'essayer d'apporter voilà, certains éléments de compréhension. Je sais pas, je sais que c'est un long débat et que c'est compliqué et tout, mais au final c'est Dieu en fait, le personnage principal ou notre raison d'être, ou peu importe, et au final c'est ça qui nous unit toutes et tous, enfin les croyants et les croyantes, peu importe la religion d'ailleurs, que ce soit une religion du livre ou pas, même pas, enfin une religion monothéiste ou pas, mais finalement c'est ça qui nous unit, et c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé le fait, il a beaucoup simplifié et beaucoup redéfini certaines choses. C'était un bon rappel, par exemple, quand il nous dit que le mot religion, le concept religion n'existait pas au 7e siècle, ça n'existe pas. Quand on lit le mot din dans le Coran, ça ne veut pas dire religion. La religion, elle a existé dans une société latine, je sais plus quand, au 17e siècle, je sais pas, la première fois où le mot religion est apparu, enfin je sais plus, peut-être que j'ai dit des conneries, mais en tout cas le mot n'existait pas à l'époque, et le concept non plus. Et quand on trouve le mot din dans le Coran, le din, il me semble, ça veut dire genre la bonne voie. Et islam, qui oui veut dire se soumettre, c'est surtout en fait se soumettre à la protection de Dieu pour nous orienter vers la bonne voie. Et si c'est ça ce que ça veut dire l'islam, alors là oui, je suis 100% musulmane, et de tout mon être, et même limite j'ai envie de vous dire que ça ne dépend pas de moi, c'est limite comme ça que je m'identifie, c'est quelque chose que je ressens, que j'ai toujours ressenti. J'ai toujours ressenti que j'étais sous une protection, j'ai toujours ressenti que j'étais guidée, j'ai toujours ressenti que j'étais protégée, ça c'est vrai. Et du coup même ça m'a beaucoup parlé, et ça m'a beaucoup rassurée, et je me suis dit oui. En fait c'est comme si un petit peu mon instinct se révélait bon. Et en tout cas moi, Rachid Benzine, il m'a beaucoup rassurée, il m'a beaucoup apaisée. Même si quand j'ai lu les interviews avec Mohamed Harkoun, ça m'a beaucoup perturbée, enfin ça m'a fait réaliser que c'était beaucoup plus compliqué que tout ça, mais n'empêche, je recommande beaucoup de le lire, de découvrir son travail si ce n'est pas encore fait, si le sujet vous intéresse évidemment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que cette fois-ci c'est la bonne. Je vous souhaite de passer de bonnes semaines, faites de très bonnes lectures, et on va organiser une session Zoom avec non pas avec Rachid Benzine, mais juste entre nous juste entre nous, les personnes qui seraient intéressées de discuter, de débattre un peu plus sur tout ça. Je communiquerai ça sur Instagram, j'en ai déjà parlé il y a 2 semaines, vous étiez 35 personnes à être intéressées, ce qui est génial. Donc on fera une session Zoom au moins une semaine après la publication de cette vidéo, comme ça je vous laisse le temps de la regarder, et on pourra échanger entre nous par rapport à l'islam, les religions, les différentes interprétations, nos croyances à nous, nos islams à nous, etc. Donc voilà, c'est tout, à bientôt, salut.